Donc voilà, comme je l'avais dit tout à l'heure, la littérature, d'abord, ce concept peut être défini comme l'ensemble des œuvres écrites ou orales auxquelles on reconnaît une valeur ou une intention esthétique. C'est ce qu'on avait dit. On avait dit que la littérature tend vers la perfection formelle. Et il y a des écrivains, effectivement, qui l'ont justifié. On peut prendre, effectivement, l'exemple de Théophile Gautier, qui est le chef de file, n'est-ce pas, du Parnasse. Il disait à ce propos, il n'y a de vraiment beau que ce qui ne peut servir à rien, tout ce qui est utile est laid. Il y a aussi vraiment Stéphane Mallarmé qui abonde dans ce même sens. Lui aussi, il disait, on ne fait pas de la poésie avec des idées, mais plutôt avec des mots. Donc c'est pour dire encore une fois que la littérature tend vers la perfection formelle. D'ailleurs même, il y a aussi Charles Baudelaire qui ne s'écartait pas de cette idée. Lui aussi, il disait carrément que la moralité d'une œuvre d'art se trouve, n'est-ce pas, dans sa beauté. Et si on fait la synthèse, effectivement, de ces assertions, on pourra effectivement dire carrément que la littérature, effectivement, c'est l'ensemble des œuvres écrites ou orales auxquelles on reconnaît une valeur ou une intention esthétique. Et ce domaine également, cette fonction esthétique, relève de l'art, comme on l'avait si bien dit, n'est-ce pas, dans le cours. C'est la recherche de la beauté dans les écritures, dans les rimes, les vers, d'où l'art du langage. C'est d'ailleurs même la raison pour laquelle certains poètes, ils considèrent la poésie comme étant un genre du langage généralement associé à la versification. Donc c'est pour dire tout simplement que les poètes, ils incarnent ce qu'on appelle la promotion de l'art pour l'art. Nous avions dit aussi que de là, l'écrivain adhère au culte de la beauté qui tend à faire du texte, chant et musique. Et là également, nous pouvons dire que c'est dans ce sens que nous pouvons ranger les propos, comment dirais-je encore, de Voltaire. Et là également, on peut donner cette citation quand il disait « La poésie est la musique de l'âme et surtout des âmes sensibles ». Donc dans ce cas, l'artiste, ce qu'il doit faire, c'est quoi? L'artiste doit insister sur le travail de la forme, Il y a aussi Senghor, Léopold Sédar Senghor, dans Femme Noire, n'est pas effectivement loin de cette idée. Parce que lui aussi, il forge avec les mots une statue à la femme pour l'immortaliser. D'ailleurs même, il le dit, n'est-ce pas, dans une citation, je cite, je chante ta beauté qui passe forme, que je fixe dans l'éternel pour nourrir les racines de la vie. Donc c'est pour dire encore une fois que la littérature, c'est effectivement la perfection formelle. Donc voilà effectivement ce qui justifie, n'est-ce pas, cette partie. Nous pouvions dire également que la littérature, est-ce que réellement ça doit se limiter uniquement à la recherche de la beauté? Je pense bien la réponse était non. Pourquoi? Parce que tout simplement on avait dit que la littérature, au-delà de l'esthétique, peut effectivement être engagée, peut-être également expressive, peut-être aussi évasive ou didactique. Donc voilà effectivement les fonctions globalisantes, n'est-ce pas, de la littérature. Donc c'est pour dire encore une fois, si nous prenons l'exemple de la fonction engagée, ce que nous avions dit là-dessus, c'est quoi? On avait dit toute création effectivement littéraire doit être conçue dans le souci de mettre sa plume au service d'une cause noble. Et là aussi, on avait dit carrément que la vocation de l'écrivain est de relater intégralement les faits sociaux, misère sociale, les conditions de la femme, les inégalités sociales. Il y a aussi les injustices, l'exploitation de l'homme par l'homme, donc l'engagement religieux, politique, ainsi de suite. La liste est loin d'être exhaustive. Nous avions dit aussi que le livre, depuis longtemps, aux yeux de beaucoup de penseurs, est une arme efficace dans la lutte contre les injustices sociales, dans la dénonciation des maux de la société. Donc c'est pour dire encore une fois que la littérature, c'est effectivement une prise en compte des préoccupations sociales. Donc c'est pour dire encore une fois que l'écrivain, sa posture, ça doit être quoi? Ça doit être effectivement un avocat. Il doit être l'avocat de son peuple. L'écrivain, il ne doit pas rester les mains croisées ou bien les yeux fermés. Il doit être le trait d'union entre effectivement le peuple et effectivement le régime. Donc c'est pour dire encore une fois
que la littérature, vraiment, c'est de l'engagement. D'ailleurs même, on peut prendre l'exemple, effectivement, de la citation de Aimé Césaire, qui fait partie, effectivement, de la négritude. C'est le chef de file, effectivement, de la négritude. Lui, il disait, n'est-ce pas, à ce propos, ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche, ma voix, la liberté de celles qui s'affaissent au cachot du désespoir. Là aussi, c'est pour dire encore une fois que ça, la littérature, c'est de l'engagement. Je peux même donner l'exemple de qui? L'exemple de Victor Hugo, quand il se moquait de lui, Napoléon Bonaparte. Là également, on l'avait expliqué. Donc, il le nommait comment? Il le nommait, lui, Napoléon, le petit, comme un singe. Et il dit également dans ce même sens, si la liberté rentrera, je rentrerai. C'est pour dire encore une fois que Victor Hugo est plus que déterminé. Il est là pour s'occuper des problèmes, effectivement, s'occuper, comment dirais-je encore, des problèmes de sa société. C'est pour dire encore une fois que la littérature, c'est effectivement une prise en compte des préoccupations sociales. La littérature, c'est de l'engagement. C'est une arme de combat, une façon, effectivement, de dénoncer. C'est une arme de propagande. Donc c'est pour dire encore une fois que la littérature, la littérature doit être effectivement une référence, doit être effectivement efficace. Pourquoi? Parce que tout simplement, elle est là pour la société. C'est la raison pour laquelle le plus souvent également on dit que le livre depuis longtemps, aux yeux de beaucoup de penseurs, est une arme efficace dans la lutte contre les injustices sociales, dans la dénonciation des maux de la société. Donc l'écrivain dans ce cadre est considéré comme un avocat, comme je l'avais si bien dit tout à l'heure, un missionnaire, un messager, un soldat qui défend les intérêts du peuple. Et là également, Victor Hugo l'a si bien dit, j'aurais été soldat si je n'étais point. Donc c'est pour dire encore une fois que la littérature, au-delà de l'esthétique, peut prendre en compte les préoccupations sociales. Et on ne peut pas parler de l'engagement sans autant penser à Mariama Ba. Mariama Ba également n'est pas en reste, parce qu'elle aussi, elle passait tout son temps à dénoncer les réalités socio-culturelles, socio-culturelles de la société sénégalaise, telles que la polygamie, le problème des castes, le problème des funérailles, l'amitié, l'amour, l'injustice faite aux femmes. Donc c'est pour dire encore une fois que Mariama Ba, vraiment, elle s'active, n'est-ce pas, dans ce domaine. Elle n'est pas restée les mains croisées, elle passait tout son temps à dénoncer ce qui se passe dans notre société. Et là également, elle l'a dit, n'est-ce pas, dans une assertion, je cite, ma voix connaît 30 années de silence, 30 années de brimade. Et là également, nous avons constaté carrément qu'elle a pris position par rapport aux réalités sénégalaises. Nous pouvons dire également que la violence est faite à la femme se prolonge chez deux autres romancières sénégalaises. Et on avait cité, je pense bien, Fatih. On avait cité Fatih Dieng. Il y a également Mam Younous Dieng. Et nous avons constaté dans son roman Chambre 7, Fatih Dieng raconte l'histoire d'une jeune femme, Khady Myriam, âgée de 27 ans, condamnée à une longue peine d'emprisonnement. Ça également, on l'avait expliqué, on avait dit qu'elle passe 10 années en prison à la chambre 7 où elle a rencontré effectivement son complice qui était Nogaï, qui devient son pilier, c'est-à-dire son complice. Là également, nous pouvons effectivement expliquer qu'elle se confie. Khady Myriam se confiait effectivement à Nogaï. Et là également, nous avions dit que cette dernière l'a aidé effectivement à tenir debout dans ce milieu carcéral où chaque femme traînait un lourd fardeau. Et nous avons constaté carrément aussi qu'après sa libération, Khady tente de reprendre sa vie en main, une nouvelle vie qui lui réserve bien des surprises. Donc c'est pour dire encore une fois que ce roman vraiment démasque la condition de toutes ces femmes rejetées, humiliées, violentées, mais qui réussissent à s'imposer face à une société injuste et hypocrite sans pitié. Nous avons également parlé de Mam Younous Dieng. Mam Younous Dieng également allait dans ce même sens. Et là également, nous avons constaté que dans L'ombre en feu,
Mame Younous mettait en scène la condition de la femme dans une société vraiment comme telle. Elle a aussi, elle passait tout son temps à dénoncer, comment dirais-je encore, ce qui se passait, n'est-ce pas, dans cette société. Et là également, on n'avait pas manqué de parler de la vie précaire des femmes en milieu rural. Il y a aussi le mariage précoce qu'elle dénonçait. Mais surtout également, si nous faisons un parallélisme entre Mame Younous Dieng et, comment dirais-je encore, Émile Zola. Émile Zola également allait dans ce même sens. Parce que dans, effectivement, Germinal, nous avions effectivement dit que Émile Zola se faisait le porte-parole des ouvriers et dénonce leurs mauvaises conditions de vie, à l'image de Victor Hugo dans Les Misérables, dans Mélancolia. Et là également, c'était un poème de son œuvre, Les Contemplations, où il fustigeait ouvertement l'exploitation des enfants et s'insurge contre la maltraitance dont ils font l'objet. Et là également, nous avions effectivement insisté sur, comment dirais-je encore, le comportement de Victor Hugo vis-à-vis, n'est-ce pas, du peuple français. Et chez les poètes également de la négritude, parce qu'on ne peut pas parler de la société française sans autant effectivement parler de l'Afrique. Et là aussi, nous avions considéré que chez les poètes de la négritude, ces poètes, le plus souvent, ils défendaient la couleur et la cause, n'est-ce pas, des peuples noirs. Nous pouvons effectivement donner l'exemple de Aimé Césaire, qui se déclarait la voix des sans-voix de son peuple. Et là également, j'avais donné la citation « Ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche, ma voix la liberté de celle qui s'appêche au cachot du désespoir ». Là également, on l'avait vraiment expliqué. Nous pouvons également dire, parler toujours de l'engagement, surtout si on prend l'exemple aussi de Senghor. Senghor également dira qu'il sera le Djali de son peuple et qu'il déchirerait les rires bagnana sur les murs, n'est-ce pas, de la France. Sans oublier qu'il existe cependant un ensemble de textes africains qui, par la tonalité, sont des textes engagés traitant les mêmes thèmes relatifs à la condition de l'Africain dans sa rencontre avec le monde blanc. Là aussi, pourquoi on insiste là-dessus? Parce que n'oubliez pas, j'ai l'habitude, n'est-ce pas, de le dire, que l'Afrique a tant souffert. L'Afrique a souffert presque plus de 700 ans. L'Afrique a souffert presque plus de 700 ans. Il y a effectivement les 400 ans, n'est-ce pas, de l'esclavage, mais aussi 300 ans, presque 300 ans de colonisation. C'est pour dire tout simplement que l'Afrique a tant souffert. Mais est-ce que les Africains également vont rester les mains croisées? La réponse est non. Ils doivent effectivement défendre les intérêts, n'est-ce pas, de l'Afrique. Surtout, effectivement, les ressources africaines ont été piétinées, ont été bâillonnées, etc., etc. Donc c'est pour dire encore une fois que ces textes, on peut citer, comment dirais-je encore, il s'agit entre autres de Ville cruelle de Zapoto, mais également il y a effectivement l'exemple de Ferdinand Oyono, Une vie de boy, etc., etc. On peut effectivement trouver beaucoup d'éléments qui entrent, n'est-ce pas, dans ce sens. Toujours, n'est-ce pas, dans l'engagement, nous pouvons effectivement parler de qui encore? Nous pouvons effectivement parler de l'engagement de l'écrivain qui peut être également religieux. Parce que n'oubliez pas également, si on parle de l'engagement religieux, forcément on doit penser à l'humanisme, surtout vraiment le siècle, le 16e siècle. Parce que qui parle, n'est-ce pas, de l'humanisme, forcément va penser au 16e siècle. Et au 16e siècle, la France était dans un désordre, n'est-ce pas, dans un désordre total. Il y avait effectivement une débandade totale. Et là aussi, nous pouvons dire carrément qu'il y avait des conflits sanglants ou la guerre des religions entre les catholiques et les protestants. Nous avons constaté aussi que certains humanistes utilisaient la plume comme une arme de propagande de la société. Là aussi, la poésie rend compte des conflits et adopte un ton plus polémique. Et là également, on ne peut pas manquer de citer Ronsard qui défendait les catholiques dans Discours sur les misères de ce temps. Et Agrippa d'Aubigné, dans Les Tragiques, défend les protestants. Donc, c'est pour dire encore une fois que cette guerre, effectivement, a porté les fruits de sa réussite. Parce que depuis lors, nous avons constaté carrément que ce conflit était un conflit sanglant, parce qu'en une seule nuit, effectivement, il y a eu, n'est-ce pas, des confrontations entre les catholiques et les protestants,
Et durant cette nuit, on a pu dénombrer presque plus de 3000 morts. Et tout ceci entre dans le cadre, n'est-ce pas, de l'engagement. Là aussi, on ne pouvait pas manquer, n'est-ce pas, de le citer. Dans les châtiments aussi, par exemple, Victor Hugo se moque de lui, Napoléon Bonaparte. Ça, on l'avait expliqué tout à l'heure, en le nommant Napoléon le petit comme un singe. Donc c'est pour dire encore une fois que l'engagement, c'est cela. C'est une prise en compte des préoccupations sociales. Maintenant, en parlant effectivement de la littérature toujours, on a parlé de la fonction esthétique, on a parlé de la fonction engagée, mais on ne peut pas manquer également de parler de la fonction didactique. Et la fonction didactique aussi, c'est une fonction qui va dans le sens, n'est-ce pas, de l'éducation. Là également, on l'avait expliqué. Tout à l'heure, votre camarade M. Seck disait tout simplement qu'il est incapable effectivement d'identifier les différentes fonctions. Mais c'est pour vous dire carrément que si on parle de la fonction didactique, on fait allusion effectivement à la morale, on fait allusion effectivement à l'éducation. Donc c'est pour dire encore une fois, quand on vous parle, n'est-ce pas, de la fonction didactique, forcément vous devez penser effectivement à l'éducation. Et là également nous avions dit carrément que la fonction didactique, si on dit l'écriture didactique, c'est que nous voulons dire qu'un livre doit nous apprendre au moins quelque chose, soit dans la vie, soit dans la science, voire même les personnages et leur milieu de vie. Dans ce cas, l'œuvre littéraire, sa posture, ça doit être quoi? Donc dans ce cas, l'œuvre littéraire facilite l'apprentissage et la formation. Parce que nous avions constaté carrément qu'avec l'éducation, cette fonction-là, l'écrivain peut participer à la formation de l'individu. Parce que aussi, il faut savoir carrément que l'éducation dans la société joue un rôle très important. Parce qu'une société qui n'est pas formée, une société qui n'est pas bien éduquée, cette société ne peut pas aller en avant. Et je pense bien, les écrivains l'ont pu démontrer. Nous avions dit aussi carrément que l'écriture, dans ce cas, elle doit conscientiser. L'écriture conscientise son lecteur. Donc la plupart des écrivains ont assigné à leur art un message instructif. C'est ce qui est normal, un message instructif. Donc la littérature doit être effectivement une éducation morale. C'est d'ailleurs même la raison pour laquelle on estime toujours que l'œuvre d'art est une continuité de l'éducation sous une forme écrite qui véhicule les règles et les valeurs de la communauté qu'elle représente. Et là également, on peut donner des exemples, parce qu'à chaque fois quand on explique, quand on argumente, normalement on doit donner des références, on doit donner, n'est-ce pas, des exemples, des illustrations qui peuvent effectivement justifier l'idée selon laquelle l'éducation est efficace dans une société. Et là également, nous pouvons donner l'exemple effectivement du XVIIe siècle. Et quand on parle du XVIIe siècle, on fait allusion à quel courant littéraire? On fait allusion au classicisme. Et là également, nous avons constaté qu'au XVIIe siècle, la devise du théâtre était instruire et plaire. Instruire et plaire. C'est ça la devise du théâtre. Instruire et plaire. Mais nous tous savons carrément que les spectateurs, le plus souvent quand ils regardent, ils suivent, n'est-ce pas, une pièce théâtrale, le plus souvent ce qui se passe c'est quoi? Regardez la position, n'est-ce pas, de ceux effectivement qui regardent, n'est-ce pas, certaines pièces théâtrales. Le plus souvent, ils passent tout le temps à rire, alors qu'ils doivent penser à l'éducation. Parce que, comme l'avait si bien dit Molière dans sa fameuse citation, Castigar, ridendo, mores. Donc, dans le théâtre, il y a le rire, mais derrière ce rire se cache effectivement une éducation. C'était ça, effectivement, l'objectif, comment dirais-je encore, l'objectif, n'est-ce pas, des dramaturges. C'est la raison pour laquelle, ici, on ne peut pas manquer de parler, n'est-ce pas, de la citation de Molière, châtier les mœurs en faisant rire. Je l'avais dit, n'est-ce pas, sous une autre forme, Castigar, ridendo, mores. Autrement dit, à travers ces pièces comiques, il rectifie, n'est-ce pas, les défauts ou les vices, n'est-ce pas, de la société. Dans le conte également, nous tous nous le savons, le conte
vraiment il y a une éducation. Même s'il y a le rire, il y a l'éducation. Et nous pouvons effectivement dire carrément que dans le conte, on peut retrouver, n'est-ce pas, l'instruction, on peut retrouver également le rire. Dans le roman également, on peut le retrouver. Dans la poésie également, on peut le retrouver. Et tout ceci également sont aussi des genres instructifs. Donc, je peux dire carrément que le roman est un genre instructif, la poésie est un genre instructif, le roman est un genre instructif, le théâtre, le conte, ainsi de suite, la liste est loin d'être exhaustive. Donc, tous les genres sont effectivement instructifs. C'est pour dire encore une fois que si je prends l'exemple des nouveaux contes d'Amadou Koumba, de Birago Diop, le récit, surtout la cuillère sale, parle de la politesse et de la bonne éducation d'un enfant appelé Binta. Et là également, on avait dit carrément que ce personnage-là est considéré comme un personnage modèle. Donc, quand quelqu'un regarde effectivement ce personnage-là, il peut, il peut vraiment copier sur ce personnage-là. Et là également, nous pouvons même donner l'exemple également de Jean de La Fontaine dans les fables. Lui aussi, il met en scène des animaux pour véhiculer, n'est-ce pas, des leçons de morale. D'ailleurs même, il le dit dans une citation, « Je me sers d'animaux pour instruire les hommes ». Et là également, Montaigne va dans ce même sens. Nous pouvons également parler de Montaigne dans ses essais, particulièrement dans son texte intitulé « Former le jugement ». Et je pense bien ce texte-là, si je ne me trompe pas, l'année dernière, vous devez effectivement le faire, former le jugement. Vous devez le faire avec votre professeur, parce que là également, on devait vous apprendre carrément quelle était l'utilité, n'est-ce pas, des essais, n'est-ce pas, des essais dans l'éducation. Et là également, nous avons constaté carrément que Montaigne accorde une place cruciale, une place très importante à l'éducation, un domaine qui s'exerce avec la mise en place de l'enfant au centre de son apprentissage et chercher la connaissance universelle. Là également, nous pouvons effectivement dire tout simplement que Montaigne participe effectivement au développement de sa société, participe à l'éducation, n'est-ce pas, à la formation des individus. Et Molière également va dans ce même sens. Donc il donne un crédit et il accorde une considération toute particulière effectivement à l'éducation et il place l'homme au cœur, n'est-ce pas, de l'éducation. Donc c'est pour dire encore une fois que l'éducation joue un rôle très important. D'ailleurs même, je peux donner l'exemple également de François Rabelais. Lui aussi, il disait, quand son enfant effectivement voulait continuer ses études à l'étranger, donc il le conseillait, il lui a adressé effectivement, il lui a écrit, n'est-ce pas, une lettre, et il lui disait quoi dans la lettre? Comment dirais-je encore la citation? Mon fils, emploie ta jeunesse à la recherche du savoir et à la recherche, n'est-ce pas, de la vertu. Voyez-vous, quel sens donnons-nous effectivement à cette lettre-là? C'est une lettre extraordinaire qui va dans le sens effectivement de l'éducation. Donc c'est pour dire encore une fois que l'éducation joue effectivement un rôle très important. D'ailleurs même si je reviens en Afrique, je peux prendre l'exemple, n'est-ce pas, de Camara Laye, même si effectivement c'est un écrivain autobiographique, et je pense bien, on l'avait expliqué, qu'est-ce que c'est un écrivain autobiographique? C'est un écrivain effectivement qui raconte effectivement sa propre vie. Il s'inspire effectivement de sa propre vie. Et dans ce cas, l'écrivain également, il est dans la peau, n'est-ce pas, du personnage. Donc c'est pour dire encore une fois que si je prends l'exemple, n'est-ce pas, de Camara Laye, il s'inscrit, n'est-ce pas, dans cette dynamique d'éducation. Pourquoi? Parce que tout simplement, il élabore un véritable traité d'éducation en exposant les mœurs et la morale de sa société d'origine. Donc c'est pour dire encore une fois que la littérature c'est effectivement une façon d'inculquer du savoir et de la connaissance. Et si la littérature va dans ce sens, ça pourrait participer à l'amélioration des conditions de vie, n'est-ce pas, de la société. Là, c'est la fonction didactique. Autre chose maintenant, on avait parlé, n'est-ce pas, de la fonction esthétique, de la fonction engagée, mais on a parlé également, on vient de terminer la fonction didactique. C'est pour dire encore une fois toujours que la littérature ne se limite pas à ces seules fonctions. Maintenant, au-delà, n'est-ce pas, de la fonction didactique, on peut effectivement revenir sur la fonction évasive, que j'appelle, n'est-ce pas, la fonction ludique. Et là également, nous tous nous savons carrément que la fonction ludique, que j'appelle la fonction évasive, c'est une fonction effectivement qui
qui nous parle de l'imagination, qui nous parle effectivement de la fiction, qui nous parle du divertissement, ainsi de suite, ainsi de suite. Et le plus souvent également, le lecteur, l'écrivain, il plonge le lecteur dans l'imagination, dans le monde sublime, dans le monde irréel. Et là également, nous pouvons effectivement dire carrément que l'écrivain, au lieu de nous ramener à la réalité, l'écrivain nous permet, n'est-ce pas, d'en échapper. Donc c'est pour dire encore une fois que l'écrivain également, son ambition, son but, son objectif, c'est quoi? C'est de plonger le lecteur, n'est-ce pas, dans le monde imaginatif. Dans quel but? Dans le but de lui faire oublier les soucis, n'est-ce pas, de la vie. Derrière vous suivez. Voilà. Donc, voilà. La littérature, dans ce cas, elle nous fait oublier, n'est-ce pas, les soucis, n'est-ce pas, de la vie. Donc, c'est pour dire encore une fois, pour l'écrivain, il s'agit dans la création de procurer à l'homme un espace d'épanouissement où il peut s'apaiser et connaître le répit et oublier momentanément les turpitudes, n'est-ce pas, de la vie. C'est cette force, n'est-ce pas, de l'œuvre littéraire qui peut transporter son lecteur dans des pays imaginaires. Et là également, nous pouvons effectivement, prendre l'exemple, n'est-ce pas, de Julien Green, qui affirme qu'un livre est une fenêtre par laquelle on s'échappe. Donc c'est pour dire encore une fois que derrière cette volonté de traduire les rêves en réalité, qu'on interroge Madame Bovary de Gustave Flaubert. Et là également, nous pouvons effectivement prendre l'exemple sur Emma qui prend les rêves pour la réalité à cause, n'est-ce pas, des romans qu'elle lisait. Lui, Aragon également va dans ce même sens, parce que lui, Aragon, quant à lui, considère le livre comme une récréation du réel. Une récréation du réel. Ce qui veut dire tout simplement que le livre n'est rien d'autre qu'une activité de récréation. Et ça également, nous l'avons effectivement, nous l'avons souligné, parce que l'art du roman est de savoir mentir. Et là également, ça se justifie comment? Quand on dit que le roman, l'art du roman est de savoir mentir, cela veut dire tout simplement que le roman est un mentir vrai. Donc le roman est mélangé effectivement du mensonge et de la réalité. Ce qui veut dire que dans le mensonge, il y a ce qu'on appelle une dose, n'est-ce pas, de réalité. Et puis là, c'est ça effectivement qui caractérise normalement, n'est-ce pas, le roman. Nous avons constaté aussi, toujours, n'est-ce pas, dans ce domaine, pour distraire son lecteur, certains écrivains convoquent le registre comique et essaient de susciter le rire chez lui afin de participer à son épanouissement. Et dans ce cas, nous pouvons également dire carrément que les œuvres théâtrales, et particulièrement les comédies de Molière, comme Tartuffe, on peut donner cet exemple, là-bas sont de parfaites illustrations. C'est d'ailleurs dans ce cadre que Bertolt Brecht disait « Un théâtre où on ne rit pas est un théâtre dont on doit rire ». Mais nous ne pouvons pas également parler, comment dirais-je encore, de tout ceci, sans parler effectivement de Birago Diop dans les contes d'Amadou Koumba. Et dans ce conte d'Amadou Koumba, il y a effectivement un récit, il y a l'exemple de mort, de l'os de Morlam. Et là également, l'os de Morlam ne peut pas s'écarter, n'est-ce pas, de cette idée, de ce registre, n'est-ce pas, comique. Dans quelle mesure? Dans la mesure où le lecteur ne peut s'empêcher de rire face à cette situation comique ou mort qui ne peut pas partager son morceau de viande qu'on appelle le tonton. Voyez-vous, il ne voulait pas le partager avec Moussa, son ami. Oui, avec son ami Moussa. Et d'ailleurs même, il fait semblant de mourir jusqu'à être enterré vivant. Voyez-vous, ça fait rire. Ce qui veut dire tout simplement que là, il y a le rire, mais derrière ce rire se cache une éducation. Où est l'amitié dont on parle ici? Et pourtant, c'est des amis. Mort est un ami de qui? Est un ami de Moussa. Mais regardez le comportement, n'est-ce pas, de Mort par rapport vis-à-vis, comment dirais-je encore, de son ami. Est-ce que c'est une amitié sincère? Voilà l'éducation. Il y a la cupidité également. Tout ceci, on doit l'apprendre à travers, n'est-ce pas, la lecture. Donc voilà effectivement la fonction ludique qu'on appelle la fonction évasive. Et toujours, n'est-ce pas, dans cette fonction, nous avions effectivement énuméré l'aspect divertissement. Parce que aussi, si je prends l'exemple, n'est-ce pas, de Kleber Hidens, je pense bien que j'avais donné cette citation-là. Qu'est-ce qu'il disait par rapport effectivement au divertissement? Il disait,
lorsqu'un romancier laisse imprimer le mot roman sur la couverture de son livre, il prend l'engagement, n'est-ce pas, de se distraire. C'est pour dire encore une fois que la littérature peut plonger le lecteur dans le monde imaginatif, dans le monde du rêve, dans le monde sublime, dans le monde de l'imagination, ainsi de suite, ainsi de suite. Et tout ceci, il lui fait effectivement, il veut lui faire oublier les soucis, n'est-ce pas, de la vie. Au-delà de la fonction évasive, nous pouvons effectivement terminer avec la fonction autobiographique. La fonction autobiographique, on l'appelle aussi, je peux l'appeler aussi la fonction expressive. Et si nous prenons l'exemple de l'autobiographie, qui est donc le récit que l'on fait soi-même de sa propre vie, voilà ce qu'on appelle l'autobiographie de l'auteur. Et là également, nous avions dit qu'explorer le champ de l'écriture afin de se faire connaître, de partager des moments marquants de leur vie avec les autres, tel est l'objectif de beaucoup d'écrivains. Voilà la réalité. C'est pour dire encore une fois que l'écriture devient une affaire personnelle. Si la littérature devient une affaire personnelle, cela veut dire tout simplement que l'écrivain, il est comment? Il est égoïste. L'écrivain ne se soucie pas des problèmes des autres. L'écrivain, son seul souci, c'est lui-même. D'ailleurs même, il y a effectivement un écrivain qui le justifie, je pense bien, c'est Montaigne. Qu'est-ce qu'il disait par rapport à cela? Il disait tout simplement que celui qui veut me connaître, il n'a qu'à aller effectivement lire mon livre. Vous n'avez pas besoin de me fréquenter, vous n'avez pas besoin de me connaître. Si réellement vous voulez me connaître, il faut aller lire mon livre. Il le disait comment? Et je cite: je suis moi-même la matière première de mon livre. Cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement que l'écrivain, non seulement c'est lui qui produit, c'est lui qui écrit, mais c'est en même temps lui qui parle. Et il parle effectivement de sa propre vie, sa vie personnelle. Ce qui veut dire encore une fois que la littérature est une affaire personnelle. Et d'ailleurs même, nous pouvons effectivement parler de l'autre là, voilà, Victor Hugo dans les Contemplations. Victor Hugo, après la disparition, n'est-ce pas, de sa fille Léopoldine Didine, il n'a cessé effectivement de parler de sa fille, qu'il aimait tant, qu'il aimait tant. Mais sa fille est partie à la pointe de ses pieds. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire tout simplement que Victor Hugo ne peut pas digérer la mort, n'est-ce pas, de sa fille. Il ne pouvait pas. C'est d'ailleurs même la raison pour laquelle il y a un texte où il disait, oh, je fus comme fou durant les premiers moments. Les premiers moments, c'est-à-dire lorsqu'il a appris la mort de sa fille. C'est pas facile. Un bon jour, on vient, on vous dit que oui, votre fille est disparue, votre fille n'est plus. Ça fait mal. Voyez-vous, c'est difficile. Et surtout, l'amour, effectivement, qu'il portait vraiment sur cette personne. C'était extraordinaire. C'était un coup dur, un coup fatal. C'est d'ailleurs même la raison pour laquelle, si vous prenez, regardez, il a fait ce qu'on appelle un blasphème. Parce qu'il a accusé Dieu. Oh Dieu, si tu m'aimais vraiment, tu n'allais pas me prendre ma Léopoldine. Cela veut dire quoi? Si tu m'aimais, c'est le moi. Si tu m'aimais vraiment, tu n'allais pas me prendre, c'est le moi encore. Tu n'allais pas me prendre ma Léopoldine. Cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement que Victor Hugo est en train d'accuser le Seigneur. Mais il faut le comprendre. Il était sous le coup, n'est-ce pas, de la colère. Et c'était la chose, vraiment, la nouvelle était venue, n'est-ce pas, d'une manière inopinée. Et ça peut arriver à n'importe qui. La manière dont sa réaction, on peut effectivement la comprendre. La meilleure façon de connaître une personne, c'est de se mettre à sa place. Si on se mettait à sa place, on allait comprendre effectivement sa réaction. Et on doit le comprendre. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs,
Quand ces détracteurs venaient lui dire carrément que Victor Hugo, toi tu n'es pas engagé, tu ne t'occupes pas de la société, tu t'en fous, n'est-ce pas, de la société. Mais qu'est-ce qu'il a répondu? Insensé pour ceux qui ne me connaissent pas, sachez que si je parle de moi, sachez que je parle de vous. Fin de citation. Il voulait nous faire comprendre son moi, c'est-à-dire la souffrance. Il l'a partagé avec les autres, avec ses semblables. Ce dont il souffre, quelqu'un qui est dans la même situation que Victor Hugo allait avoir effectivement, allait sentir la même chose. La douleur reste la douleur. D'ailleurs, même Alfred de Musset l'a si bien dit. Nul ne peut se connaître tant qu'il n'a pas souffert. L'homme est un apprenti et la douleur est son maître. C'est pour dire encore une fois que les poètes, le plus souvent, ils nourrissent leur vers de leur propre expérience. Ah oui. C'est d'ailleurs même la raison pour laquelle on ne peut pas manquer de parler, n'est-ce pas, de ces gens-là. On ne peut pas manquer de parler de Lamartine, ni de Alfred de Musset, encore moins Victor Hugo, qui est le chef de file. Et tous, ils incarnent ce qu'on appelle la promotion du moi, le culte du moi. Et toujours est-il que la fonction expressive, nous pouvons effectivement la scinder en deux rubriques, voire même plus. Mais la première chose, effectivement, à dire, c'est quoi? Dans cette fonction, on a noté un élément important. C'est la récurrence de la première personne du singulier. Le je, c'est ce qui fait l'objet même du culte du moi. La récurrence de la première personne du singulier. C'est d'ailleurs même la raison pour laquelle la littérature doit être considérée comme une exaltation du moi. Exaltation du moi. La récurrence de la première personne du singulier. Regardez, à chaque fois, vous voyez quoi? À chaque fois, on parle du je, le me, le ma, le mon, le mais. Tout ceci entre dans le cadre de ce registre. Et j'ai donné des citations qui peuvent le justifier. Je peux même ajouter la citation de c'est Jean-Paul Sartre, hein, je pense bien. Ou bien la citation de Jean-Jacques Rousseau. J'ai donné tout à l'heure la citation de Montaigne. Hein. Montaigne, il disait, je suis moi-même la matière première de mon livre. Mais Jean-Jacques Rousseau, lui, il affirmait, je cite, je forme une entreprise qui n'eut point d'exemple et dont l'exécution n'aura point d'imitateur. Je veux montrer à mes semblables un homme dans toute la vérité de la nature, et cet homme, ce sera moi. Fin de citation. Une assertion de Jean-Jacques Rousseau. Qu'est-ce que vous notez? Jean-Jacques Rousseau, il parlait de lui, de lui-même. Il y a la présence, n'est-ce pas, de la première personne du singulier, ce que j'appelle l'exaltation, n'est-ce pas, du mot. Et toujours également dans ce domaine, parce que Jean-Jacques Rousseau, il le disait, n'est-ce pas, dans les Confessions, c'est lui qui a écrit les Confessions. Et dans ce livre, Rousseau, qu'est-ce qu'il veut nous faire comprendre? Rousseau raconte ses tourments et ses passions, et en même temps, il confesse ses erreurs et les fautes qu'il a commises. Ce qui veut dire tout simplement que c'est une réalité. L'auteur qui est Jean-Jacques Rousseau, c'est lui-même également qui est le personnage en même temps. C'est lui qui a écrit, c'est lui également, c'est lui le je. Donc il est dans la peau du personnage. Et il veut nous faire comprendre ceci. Comme je l'ai dit tantôt,
Donc il raconte ses tourments et ses passions, il confesse ses erreurs et les fautes qu'il a commises. Donc ce que l'on peut dire, c'est quoi? C'est comme si effectivement c'est un exemple de journal intime qui trace la vie de l'auteur. Mais à l'instar de l'autre là, de Jean-Jacques Rousseau, on peut donner l'exemple également de Chateaubriand. Mais Chateaubriand également dans les mémoires, là également nous avons constaté qu'il était en train de narrer des événements auxquels il a participé, dont il a été témoin, comme l'a fait aussi Camara Laye dans L'Enfant Noir. C'est pour dire encore une fois que la présence de la première personne du singulier justifie l'idée selon laquelle l'écrivain peut effectivement devenir en même temps le personnage, le narrateur. C'est comme je l'ai tantôt dit tout à l'heure, l'écrivain, il est dans la peau du personnage. Par contre, certains écrivains ont l'habitude de relater dans leurs écrits des événements relatifs à leur propre vie, très souvent liés à leur peine personnelle ou l'expression des sentiments intimes. Là également, nous pouvons dire carrément que là on parle du moi souffrant. Pourquoi je parle du moi souffrant? Parce que le plus souvent également les poètes, si je prends l'exemple des poètes, les poètes, ils connaissent peu le bonheur. Prenons l'exemple de Lamartine. Lamartine a eu une déboire, une déception, de même également Alfred de Musset. Cette déception a fait carrément, c'est cette déception qui a motivé leur production. C'est pour dire encore une fois que les écrivains, surtout les poètes, ils écrivent rarement tant qu'ils n'ont pas souffert. Quand ils écrivent, c'est parce que tout simplement, ils ont souffert. C'est d'ailleurs même la raison pour laquelle tout à l'heure j'ai dit carrément que certains poètes, ils connaissent peu le bonheur. Quand ils prennent leur plume, c'est parce que vraiment, ils veulent partager leur souffrance avec leurs semblables. C'est d'ailleurs même la raison pour laquelle on a l'habitude de dire que le lyrisme n'est rien d'autre effectivement qu'une façon d'extérioriser nos sentiments qu'on veut partager avec nos semblables. C'est cela qui va installer ce qu'on appelle le soulagement. Ce qui est dans le cœur, on doit effectivement, comment dirais-je encore, le faire sortir pour effectivement être à l'aise. C'est pour dire encore une fois que certains humanistes et romantiques se servent alors du poème comme cadre privilégié d'expression d'un désir, d'un idéal, d'une thérapie contre la souffrance humaine. Et dans ce cas, comme je l'avais souvent l'habitude de le dire, là où effectivement logent les sentiments, c'est au niveau du cœur. Le cœur est le siège des sentiments. Si on cherchait la maison effectivement des sentiments, leur maison se trouve où? Se trouve, n'est-ce pas, dans le cœur. Le cœur, effectivement, est le siège effectivement des sentiments. Il devient aussi la source principale d'une inspiration féconde. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs nous pouvons effectivement parler de Musset, et quand il disait « Ah, frappe-toi le cœur », c'est là qu'il est gêné. Cette extériorisation de la peine rend le fardeau de la souffrance moins pesant. C'est pourquoi Lamartine avouait à la question « Qu'est-ce que la poésie ?» Qu'est-ce qu'il répondait? Qu'est-ce qu'il répondait, la réponse? Ce n'était pas un art, mais un soulagement de mon cœur. On peut continuer la citation. C'était un soulagement de mon cœur qui se berçait de ses propres sanglots. C'est ça la réalité. Donc c'est pour dire encore une fois que la fonction expressive, c'est quoi? C'est effectivement une façon d'extérioriser nos sentiments qu'on peut partager avec nos semblables. Et nous pouvons également parler de Demain dès l'aube, tiré, n'est-ce pas, des contemplations de Victor Hugo. Et dans ce poème,
nous avons constaté carrément que Victor Hugo y confesse sa solitude suite à la disparition tragique de sa fille Léopoldine. Et là également, nous pouvons dire carrément que Victor Hugo souffrait. C'est la raison pour laquelle elle voulait partager sa douleur avec ses semblables. C'est pour dire aussi encore une fois que la fonction expressive est une fonction très importante dans la littérature. Parce que aussi, ça va permettre à l'auteur de se soulager. Et on l'avait justifié à travers certains écrivains, à travers Lamartine, à travers Chateaubriand, à travers Alfred de Musset, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, effectivement, maintenant on a parcouru toutes les fonctions globalisantes de la littérature. Maintenant, s'il y a des questions à poser par rapport à tout ce qui a été fait depuis le début jusqu'à présent, je suis à votre disposition. À défaut de cela, on peut prendre le chapitre numéro 1, on démarre le romantisme.